Bienvenue dans l'invité de la rédaction. C'est l'un des plus gros scandales de l'histoire des crypto-actifs. Une des plus grosses plateformes d'exchange ou d'échange mondial, FTX, valorisée à 32 milliards d'euros il y a à peine 2 semaines, a été mise en faillite. Cet effondrement a provoqué un effet boule de neige sur l'industrie de la crypto-monnaie. Et pourtant, FTX reposait, en théorie du moins, sur un modèle économique relativement peu risqué. Mais l'effondrement foudroyant de cette plateforme relance surtout le débat sur la nécessité de réglementer le marché des crypto-monnaies, d'autant plus que le Bitcoin et l'Ether semblent tanguer entre stabilisation et plongeon, et ce depuis plusieurs semaines maintenant. Pour commenter et analyser cette situation, mais aussi la situation des marchés financiers classiques, se joint à nous par Zoom depuis Madrid, Wael Azizi, Chief Strategy Officer à la bourse pan-européenne Equidoct. Bonjour Wael Azizi, bienvenue. Bonjour Khadija, merci de me recevoir. FTX, plateforme donc d'échange de devises virtuelles, est en faillite. Pourtant, FTX reposait, en théorie du moins, sur un modèle économique qu'on dit peu risqué. Comment? Pourquoi en est-on arrivé là? Et surtout, doit-on encore faire confiance à ces plateformes d'échange comme FTX? C'est une très bonne question, mais c'est une question très compliquée à aborder. Et la raison pour laquelle c'est compliqué à aborder, c'est parce qu'il y a une série d'événements d'abord qui a mené à cet effondrement, mais au-delà de ça, il y a une série de manquements et une série de mensonges aussi. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, en théorie, le business model devait être tout à fait étanche, sauf que ça n'a pas été le cas. Maintenant, si on veut commencer à expliquer ce qui s'est passé, il faut clarifier peut-être une série de jargon ou d'éléments pour mieux saisir l'ampleur et la teneur et ensuite les tenants et les aboutissants. Donc, commençant par FTX, donc FTX qui est la plateforme en question qui s'effondre. Donc cette plateforme a été fondée en 2009, qui a rapidement atteint les 1 million d'utilisateurs, donc une masse importante sur le marché. Une valorisation, comme vous l'avez très bien dit, de plus de 32 milliards lors de la dernière levée de fonds, la série C qu'ils ont fait récemment. Et ensuite, ce qu'il faut aussi savoir sur FTX, c'est que c'est un réseau. FTX n'est pas une entreprise, FTX c'est un réseau d'entreprises, essentiellement aux Bahamas et aux Barbades, avec la sister company ou l'entreprise sœur qui s'appelle FTX US et qui se trouve aux États-Unis pour permettre aux investisseurs américains d'arriver sur le marché parce qu'eux n'ont pas le droit d'investir sur les marchés non américains. Ce point est très important plus tard parce que ce point-là garantit la sécurité des investissements des investisseurs particuliers américains. Ensuite, il y a le mot Alameda. Alameda est le nom d'un fonds d'investissement que SBF avait d'abord fondé avant de fonder FTX, qui est un fonds d'investissement qui apporte de la liquidité sur les marchés des crypto-monnaies. Donc, c'est un fonds qui s'interpose entre l'acheteur et le vendeur de chaque transaction financière sur le marché des crypto-monnaies. Et Alameda, justement, a été massivement exposé à une cryptocurrency qui s'appelle Luna, qui va jouer un rôle clé dans cette histoire. Luna, donc c'est cette cryptocurrency dont on vient de parler, a connu en mai 2022 un effondrement de son cours qui a rapidement chuté à 0, et avec elle a entraîné une série de faillites de tous les fonds d'investissement qui étaient exposés de près ou de loin à Luna ou tenaient le marché de Luna. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les manquements commencent dans cette histoire. C'est rocambolesque, je vous préviens, c'est vraiment hollywoodien. On a droit à tout, du mensonge, du financier de haut vol, du hacker, la copine qui gère le fonds d'investissement, enfin la totale. Donc la chronologie est très simple. Luna s'effondre. Alameda, qui est donc le teneur de marché de Luna, se retrouve aussi prêt à mettre la clé sous la porte. Et c'est là que le manquement donc commence avec SBF, qui est la tête de FTX, qui propose de faire des prêts de FTX à son entreprise Alameda, les deux appartiennent à la même holding, et prêter de l'argent pour donc soutenir les pertes. Sauf que ce n'est pas l'argent d'FTX, c'est l'argent des investisseurs particuliers qui sont exactement sur FTX. Et ça, c'est un manquement majeur dans la finance classique et traditionnelle. Ça n'existe pas dans le monde bancaire classique. Dans le monde bancaire, où il y a ce qu'on appelle les murailles de Chine, qui sont simplement des barrières entre les investissements et l'argent et le capital de l'investisseur. Donc, le capital de la banque n'est pas le capital de ses clients. C'est deux choses radicalement différentes et ne doivent absolument pas être mélangées. Mais dans un marché qui n'est pas réglementé, Wael Azizi, je me permets de vous interrompre. Exactement. Dans un marché qui n'est pas réglementé, que risque le PDG, par exemple, d'FTX?
Eh ben, il est là le souci, c'est que vu que ce n'est pas réglementé, c'est littéralement le Far West. Donc, on peut faire ce qu'on veut tant qu'on ne vole pas d'argent. Et ce qui s'est passé simplement, c'est qu'en perdant de l'argent, on a faussement déclaré, donc SBF a faussement déclaré qu'il ne perdait pas d'argent alors qu'en fait, si. Et c'est ce qui probablement va le conduire directement vers la case prison. D'accord. Alors, il y a cette déclaration du PDG de Binance, qui est une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse plateforme d'échange, qui a déclaré que l'industrie de la crypto-monnaie, selon lui, a besoin de clarifier des réglementations. Alors que qui dit crypto-monnaie, c'est essentiellement non réglementé. Donc comment imposer une réglementation sur un marché où justement qui repose sur le principe de décentralisation et de non-réglementation? Oui, alors le principe de décentralisation est celui de l'émission. C'est-à-dire que dans un monde classique, une banque centrale émet une monnaie. Banque al-Maghreb émet dirham. Et la Banque centrale européenne émet l'euro. Donc la centralisation se fait à ce niveau-là. Maintenant, dans la crypto-monnaie, c'est effectivement décentralisé. Tout le monde peut émettre une crypto-monnaie si on le souhaite. Par contre, il n'y a pas de raison que les échanges, les transactions sous-jacentes ou les transactions qui sont nées ensuite de cette émission-là ne soient pas protégées par un régulateur, le régulateur local de l'investisseur particulier qui investit. Et vous savez, là, j'aime beaucoup prendre l'analogie du canard. Vous savez, de James Whitcomb Riley, quand je vois un canard, je vois un oiseau marcher comme un canard, nager comme un canard, cancaner comme un canard, et ben, c'est un canard. C'est aussi simple que ça. Et ça, aujourd'hui, on le comprend de plus en plus parce qu'on se rend compte que ce n'est qu'un actif financier. La crypto-monnaie n'est pas quelque chose d'extraordinaire qui doit échapper au contrôle et à l'absolue régulation. C'est un actif comme un autre. On peut acheter une action, on peut acheter une obligation, on peut acheter une crypto-monnaie. OK. Alors, on peut acheter une crypto-monnaie, certes, mais il est question de tout un marché aujourd'hui qui compte quelque chose comme 9000 monnaies qui sont échangées dans ces plateformes. Alors, je reviens peut-être à ma première question. Peut-être que l'investisseur lambda ne fera plus confiance à ces plateformes. Du coup, comment comment ce marché sera géré à l'avenir, après ce scandale de FTX en l'occurrence? Alors malheureusement, je n'ai pas ma boule de cristal sur moi aujourd'hui, donc je ne serai pas en mesure de vous dire comment ça va évoluer. Cela dit, effectivement, 9000 monnaies, ça paraît énorme, c'est beaucoup. 9000 actifs financiers, c'est créer ce qu'on appelle la fragmentation et créer aussi ce qu'on appelle des risques de crunch, comme ce qu'on est en train de voir. La réalité, c'est que comme dans toute industrie qui s'ouvre, lorsqu'un monopoly éclate, un nouveau créneau s'ouvre dans n'importe quelle industrie, on voit l'arrivée de plusieurs intervenants, donc les 9000 monnaies. Puis après, très très vite, on voit les acteurs les moins solides s'effondrer jusqu'à ce qu'il y ait une consolidation des acteurs et où on fonctionne avec une taille de marché normale. La réalité, c'est que je pense que, comme vous l'insinuez, qu'il y a effectivement une crise de confiance parmi les utilisateurs. On a eu droit, je pense, à 6,2 milliards d'euros de retrait, toutes plateformes confondues. Je ne parle pas de Binance ou d'FTX, et seulement sur le Bitcoin et sur l'Ether. Donc, les deux crypto-monnaies les plus importantes, 6,2 milliards de dollars. Et ces 6,2 milliards de dollars, on ne les a pas vus être réinjectés dans d'autres crypto-monnaies, on les a vus sortir du marché. Ce qui, effectivement, est un témoignage blatant du manque de confiance des investisseurs. Oui, mais on parle d'une perte de 200 milliards de dollars. C'est un peu le PIB de l'Ukraine, par exemple. Oui. Et un peu plus de celui du Qatar, puisqu'il y a la Coupe du Monde. Que signifie cela pour des détenteurs d'actifs? Est-ce que ça veut dire que tout le monde a perdu cet argent ou cet argent s'est évaporé? Vous avez parlé tout à l'heure du canard. Est-ce que c'est comparable aux pertes sur les marchés financiers, par exemple? Classique. Les pertes sur le marché financier classique sont protégées par la réglementation locale et protégées par les banques centrales dans une certaine mesure. Je pense qu'en Europe, c'est jusqu'à 100 000 euros d'investissement qui, s'ils sont perdus suite à tromperie ou à tricherie, sont quelque part assurés et garantis d'être retrouvés. Là, ce qui s'est passé sur FTX, alors au-delà bien sûr de tous les manquements de SBF au management de sa boîte qui a mené la boîte vers la faillite, le 12 novembre, c'est-à-dire 2 jours après que tous les utilisateurs de FTX ont demandé à récupérer leurs fonds et que le régulateur a bloqué ces fonds-là pour protéger justement l'entreprise,
Le 12 novembre, on a eu une attaque de pirates. C'est pour ça que je vous parle d'un film d'espionnage, parce que c'est incroyable. On a eu une attaque de pirates qui a justement liquidé les 200 milliards de dollars qu'ils ont récupérés. Donc, effectivement, c'est une perte sèche pour l'utilisateur. Mais comme c'est de la crypto-monnaie, c'est intraçable. C'est intraçable. Donc et ceux qui ont perdu leur argent n'ont que leurs yeux pour pleurer. Exactement. Alors, je reviens à cette belle métaphore, enfin en tout cas bien réfléchie du canard. Je voudrais parler des marchés financiers classiques à présent avec vous, surtout qu'il y a un mois, donc vous êtes Strategy Officer à la Bourse Pan-Européenne Equiduct. Alors justement, Equiduct a élargi ses offres de produits négociés en bourse pour inclure la cryptographie. Quelle est la place aujourd'hui déjà de la crypto dans les marchés financiers classiques? Le timing, peut-être, a-t-il été inopportun pour vous? Pas du tout. Je pense que le timing est très, très, très important au vu de la perte de confiance, justement, du marché dans la crypto-monnaie elle-même, en tant que sous-jacent d'investissement, en tant que véhicule d'investissement direct. Je pense que les marchés réglementés tels que le nôtre ont un rôle à jouer incroyable pour faire retrouver la confiance à ces investisseurs. Lorsque vous investissez sur un marché réglementé, vous êtes garanti, vous avez la garantie de que le marché soit bien tenu et que les transactions soient bien dénouées et qu'il y ait une traçabilité de vos transactions et que votre argent soit quelque part tenu dans un compte chez un teneur de compte réglementé, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'industrie de la crypto-monnaie. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de voir une convergence des deux mondes entre la finance traditionnelle et la finance alternative, donc la crypto. Et le médium de convergence de ces deux mondes se trouve être des émetteurs de fonds d'investissement. Donc aujourd'hui, et c'est ce que nous avons lancé il y a effectivement quelques mois, aujourd'hui sur les marchés réglementés et financiers classiques, vous pouvez être exposé à de la crypto-monnaie, mais sans détenir de la crypto-monnaie. Donc vous achetez une part d'un fonds d'investissement qui est coté en bourse, et ce fonds d'investissement, lui, est exposé à de la crypto-monnaie. Par contre, l'organisme qui garantit votre investissement, c'est le fonds d'investissement. Oui, mais alors, si on revient à l'histoire que vous nous avez racontée chronologique, il s'agit d'un fonds d'investissement qui a été justement mêlé à la crypto-monnaie et qui s'est effondré et qui a fait que FTX s'est effondré. Donc, en gros, aujourd'hui, même les fonds d'investissement sont amenés à inclure la crypto-monnaie. Donc, du coup, c'est un peu l'anarchie aussi dans ce monde-là de la finance classique, si la crypto-monnaie s'en mêle. Non, en fait, la nuance se Parce qu'il dépend d'un marché qui est tellement volatile, dont la volatilité n'est même plus comparable à celle sur les marchés financiers classiques, quand on parle du marché de la crypto. Non, mais c'est sans commune mesure, effectivement. Par contre, le mot-clé, c'est réglementé. Vous avez des fonds d'investissement et vous avez des fonds d'investissement réglementés et cotés en bourse. Ceux qui sont cotés en bourse ont tous les gendarmes boursiers qui les regardent tous les jours, je ne sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de fois par jour. Donc, il y a une supervision qui est incroyable sur ces fonds-là et c'est ce qui fait d'eux des fonds cotés en bourse. Sans cotation en bourse, on fait un peu ce qu'on veut. Lorsqu'on est coté en bourse, il y a des besoins de transparence et des besoins de régulation qu'on a besoin de tenir. Donc, lorsqu'un fonds arrive à être coté en bourse, c'est un fonds qui est plus ou moins sérieux. Alors, je ne sais pas si c'est sérieux, mais en tout cas, selon certains observateurs du marché des crypto-monnaies, eh bien, il y aurait l'intervention des lobbies bancaires pour justement imposer une certaine survolatilité des cours, surtout avec ce qu'on a remarqué ces derniers temps sur le Bitcoin. Vous en dites quoi, Waila Azizi? Écoutez, je ne suis pas très complotiste de manière générale. Oui. Cela dit, je pense qu'effectivement, dans la finance classique, les banques jouent un rôle de teneur de marché classique qui fait que justement la volatilité est relativement maîtrisée et contrôlée de telle sorte à ce que ça soit normal. Ça reste dans des marges normales. Maintenant, le problème des crypto-monnaies, je pense que vous l'avez compris, je ne suis pas très pro-crypto-monnaie. Le problème des crypto-monnaies est celui justement du non-adossement à un actif réel. La crypto-monnaie est émise par un groupe d'utilisateurs qui décide de l'émettre sans lien aucun avec le PIB d'un pays, la réserve d'or d'une banque centrale et rien de ce qu'on a connu classique ou de ce qui se fait de normal, entre guillemets, pour tenir une monnaie. Et c'est ça qui en fait un élément de sujet à une volatilité qui n'est que celle du marché. Donc aujourd'hui, je pense que les banques commencent petit à petit à revenir ou à aller plutôt sur le marché des crypto-monnaies.
C'est des incursions qui restent très jeunes, avec des niveaux très petits, mais qui tentent de stabiliser. Je pense que tôt ou tard, l'industrie bancaire classique et la finance traditionnelle va trouver le rôle qu'elle doit jouer à l'intérieur de cette industrie. Autrement, c'est une industrie qui sera vouée à l'échec parce que en l'espace de 10 ans, hein, la crypto-monnaie n'a que 10 ans. Hein. C'est la Oui. classe d'actifs la plus jeune qui existe sur le marché. En 10 ans, on a vu une trentaine de faillites. Mm. C'est énorme. Alors, parlons du Bitcoin. Alors, selon Elon Musk, le Bitcoin va survivre, mais il va vivre un hiver très long. It will be a long winter, pour reprendre le tweet. Et au-delà du Bitcoin, il faut juste regarder par exemple le cours du Doge. On regardait des images tout à l'heure qui défilaient. Il y avait ce Doge qui est justement évolue au gré des tweets d'Elon Musk. Donc, au final, vraiment, hein, c'est sûr que normalement dans la finance classique, c'est la santé de l'entreprise. Alors quoi? Donc, du coup, les monnaies virtuelles, c'est Twitter? Bah, vous rejoignez exactement le point que je disais avant, qui est celui du non-adossement à un actif réel. La crypto-monnaie est adossée à une technologie, ce qui est le cas de l'Ether, ce qui est le cas du Bitcoin aussi. Mais comme elle n'est pas centralisée, ce qui en fait aussi la crypto-monnaie, c'est le principe de non-centralisation, et ben fait qu'elle est sujette à l'extrême volatilité. Et lorsque il n'y a pas de fondement économique concret, tangible, qualifiable et mesurable pour définir quelle est la valeur et le prix d'un actif, et ben justement, elle peut être sujette à toute manipulation du cours. Vous savez, Mais ça existe Elon aussi Musk dans a les marchés, fait. vous le savez mieux que moi, vous êtes un spécialiste des marchés Oui, financiers, oui, ça oui, existe aussi dans les marchés financiers quelque peu, ce genre de oui, pratique. oui, 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 oui. Sauf que ces genres de pratiques sont condamnables sur le marché financier classique. Alors que sur le marché crypto, vu la non-réglementation, personne n'intervient pour punir. Personne Mm, ne joue le rôle du gendarme boursier que les régulateurs classiques jouent sur les marchés normaux. mm. Vous avez cité Elon Musk. Elon Musk a fait ce qu'on appelle en finance un coup classique de pump and dump, c'est-à-dire par exemple sur le Dodge. Il a tweeté deux ou trois photos du chien qui représente en fait l'icône du Dodge. Le Dodge a pris de la valeur. Il a ensuite vendu ses parts sa position qu'il tenait sur le Dodge Exact. et n'a plus jamais reparlé de Dodge. C'est un coup classique de pump and dump. Et ce coup-là, vous le faites sur le marché financier traditionnel, vous allez en prison pour ça. Justement, quel impact sur les marchés financiers? Je sais que la BCE a tenté de rassurer, la faillite de FTX n'aura pas d'impact ou d'incidence sur la finance classique. Vous en pensez quoi, Wael Azizi? Alors, je pense, une intervention de Madame Lagarde avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord très souvent. Je pense que les deux sont indissociables au stade où on en est aujourd'hui. Je pense que l'argent ou les flux financiers de la finance classique traditionnelle deviennent de plus en plus convergents vers la finance alternative. Vous savez, quand on parle par exemple des 30 milliards de dollars de valorisation d'FTX suite à la levée de fonds en série C, cette levée de fonds en série C a été faite avec du dollar, hein, du véritable argent, de l'argent concret tenu par des banques centrales, etc. Donc il y a un financement qui va dans un sens, si ce financement est perdu et ne génère pas de retour et n'est jamais repayé, c'est une perte sèche pour la finance classique. Maintenant, est-ce que ça va vraiment impacter les cours des monnaies qu'on connaît, avec lesquelles on traite tous les jours? Je pense que la marge ou l'ampleur de l'impact sera de quelques points, sans plus, mais impact quand même. Hein. Et je pense que maintenant, on se retrouve dans un environnement, dans un contexte socio-économique aujourd'hui où on peut ne pas voir ce genre d'impact parce qu'il y a tellement de choses d'autres qui se passent dans le monde, l'inflation, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, Tout à et fait. tout ça fait que, en fait, c'est un peu noyé dans la masse, mais je pense que l'impact est quand même là, petit, mais là. Mais les marchés financiers font fi un peu de ce spectre de la récession qui plane un peu sur l'ensemble des économies mondiales, notamment les plus puissantes, pour ne citer que l'Allemagne, mais aussi les États-Unis. Pourquoi les marchés financiers se tiennent quand même plutôt bien, ont une bonne santé ces derniers temps? Vous savez, il y a un adage sur le marché financier qui dit qu'une crise est une opportunité. Et c'est exactement ce qu'on voit. L'engouement qu'on est en train de voir, particulièrement chez les investisseurs particuliers auxquels nous avons affaire,
on voit très, très régulièrement cette morosité du contexte économique où ce nuage sombre au-dessus du ciel économique, les utilisateurs le voient comme un avantage, comme une opportunité. Maintenant que ça ne va pas, investissons de telle sorte à saisir l'opportunité ou saisir la plus-value lorsque ça ira mieux. Mais C'est c'est de la c'est un spéculation. engouement qu'on Qu'est-ce a que vu. c'est? Ouais, et là, Azizi, si on Non, devait mettre un mot c'est de sur cela. l'investissement. C'est de l'investissement. La spéculation est toujours à très court terme. L'investissement est celui de saisir un produit à un moment où il ne coûte pas très cher pour le vendre lorsque celui-ci se développe. Vous savez, quand on parle d'inflation, par exemple, quand on parle de guerre en Ukraine, quand on parle de crise énergétique, tout ça, c'est des choses qui ne se régleront pas dans les semaines qui viennent, hein. Tout ça, c'est des choses qui vont durer encore des mois, si ce n'est des années, à être résolues ou à arriver à terme. Et donc, vu que l'horizon de détention est celui de quelques années, je pense qu'il est préférable de parler d'investissement. Oui, mais est-ce que vous pensez par exemple que sur un marché tel que celui des commodities, c'est vraiment la guerre en Ukraine qui fait que les cours flambent de cette manière? Quand je dis Mais commodities, là, ça passe des hydrocarbures au sucre et autres. Bien sûr, je ne mélange pas ces marchés, mais en tout cas, c'est purement spéculatif. alors oui, j'ai envie d'être d'accord avec vous sur l'aspect spéculatif des matières premières. Sauf que Mm. les matières premières, vous remarquerez, n'est pas vraiment un domaine pour les investisseurs particuliers. Parce que pour aller sur les matières premières et pour pouvoir spéculer, acheter ou vendre ou avoir n'importe quel impact sur le marché, il faut avoir de la taille. Il Mm. faut être très, très gros. Il faut Mhm. investir massivement pour pouvoir influencer d'une manière ou d'une autre le cours. Et donc, c'est clairement la cour de récréation des très grands, des Cargill, etc., etc. Mhm. Alors, euh, vous avez parlé d'opportunités, comment justement cibler son investissement, puisque aujourd'hui, on a beaucoup parlé de crypto. Est-ce qu'il faut se diriger plutôt vers la finance classique? Je sais que la question, elle peut paraître naïve, mais est-ce qu'il faut peut-être retenir la leçon et faire ses investissements sans passer par des plateformes d'échange? Quel est le chemin le plus safe, le plus sécurisé? Alors, je vais prêcher pour ma paroisse, comme vous pouvez bien l'imaginer. Il me semble tout à fait préférable, au vu de ce qui est en train d'arriver, de se recentrer éventuellement sur des investissements plus safe, plus sécurisés, plus réglementés surtout, à travers des plateformes d'investissement réglementées, reconnues et surtout surveillées par les gendarmes de marché, quel que soit le pays, quelle que soit la devise, quel que soit le sous-jacent. On peut acheter des actions, on peut acheter des obligations, on peut acheter des fonds, on peut acheter ce qu'on souhaite. Le seul conseil que je pourrais éventuellement donner, qui n'est pas un conseil d'investissement, parce que je ne suis pas autorisé à vous donner des conseils d'investissement, mais ça serait celui de se protéger soi-même en allant acheter chez un revendeur agréé. Lorsque vous allez acheter votre voiture, vous êtes tout de suite plus serein lorsque vous l'achetez à la maison même de votre producteur de voiture que si vous l'achetez dans la rue en particulier. C'est le même principe. D'accord. Et cela veut dire aussi que, effectivement, si la finance classique s'en mêle, ça veut dire que ce serait plus réglementé, juste pour clore cette discussion. Je pense qu'effectivement, à la seconde où nous avons des acteurs de finance classique qui intègrent ce marché-là, il y aura énormément de lobbying pour que ce marché-là rentre sous la coupelle de protection des régulateurs. Et c'est à ce moment-là, je pense que... Alors, on verra deux choses arriver à ce moment-là. Deux, on verra le retrait de tous les opportunistes de ce marché-là qui, du coup, ne pourront plus faire face à la taille des intervenants professionnels classiques, les banques, les hedge funds, etc. Et donc, on verra forcément une consolidation, donc on verra une perte du nombre, le nombre que vous avez mentionné plus tôt de 9000 crypto-monnaies chutera drastiquement. À quel niveau, je ne pourrais pas vous dire, mais chutera drastiquement. Donc, l'offre sera réduite. Les opportunités de marge ou de plus-value seront aussi capées. On ne pourra plus faire du plus 30, plus 40. En une journée, c'est du jamais vu, c'est incroyable. Et puis, quand c'est incroyable, c'est pas vrai. Comme ce qui s'est passé pour le Et Bitcoin quand il a atteint 69 000 dollars. Effectivement, Il c'est ne pourrait exactement ça. jamais atteindre, selon vous, encore une fois, ce record, quand on parle de Bitcoin, qui est aujourd'hui autour de 16 000 dollars, sous les 16 000 Ouais. dollars. Donc, les 69 000, c'est du passé, c'était un record et on ne va plus Vous revoir savez, je ça. ne vais pas prendre le risque de devenir le nouveau Jim Cramer qui a dit qu'il ne faut pas acheter Meta.
Oui. Donc, je ne le ferai pas. Je ne pourrais pas vous dire si ça reste au secours. Ce que je vous dis, c'est que le fondement économique de la chose est compliqué. Est-ce que ça arrivera ou pas? Je ne sais pas. Et je peux vous dire que j'ai vu tellement de choses incroyables arriver que ça ne m'étonnerait pas. Très bien, mais en tout cas, il y a toujours du neuf. Merci, Waila Azizi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle donc qu'on était par Zoom depuis Madrid avec Waila Azizi, Chief Strategy Officer à la Bourse pan-européenne Equiduct. Merci et très bonne suite des programmes sur notre antenne.